Hey!
Enfin, rendons-nous au Soudan où depuis des millénaires, la lutte traditionnelle fait partie de la vie du Nuba. Aujourd'hui, elle est devenue un sport plus moderne qui gagne de plus en plus d'adeptes dans le pays. Les vendredis après-midi, l'arène Al-Hajj Youssif à Khartoum prend vie. Les vedettes de l'événement sont les titans de l'arène. Ils ne sont pas tout à fait des célébrités en vogue, mais ces jeunes lutteurs préservent une culture qui remonte à plusieurs générations. Un match dure généralement 5 minutes. Les adversaires se jaugent mutuellement et font usage de manœuvres stratégiques dans le but de plaquer leur adversaire au sol. Cela fait juste 1 an que Mousba Mohamed lutte, et comme la plupart des lutteurs ici, ils viennent tous de mon Nuba. Il a ainsi la lutte dans le sang. Mes oncles et frères étaient tous des lutteurs. En grandissant, je voulais devenir comme eux. Il ne s'agit pas juste des lutteurs, mais aussi de ceux qui viennent les soutenir. Je ne rate jamais l'opportunité de venir. Il vient juste de commencer, mais je sais que dans l'avenir, il sera formidable. 3 jours par semaine, des centaines de spectateurs se réunissent ici pour regarder et soutenir leurs lutteurs préférés. Pour les lutteurs, il ne s'agit pas juste d'une simple lutte, mais d'une porte de sortie de la pauvreté et une d'entrée dans la célébrité. Je peux également me faire de l'argent. Plus de gens en dehors de l'arène me reconnaissent maintenant et me respectent. Des fois, je n'ai pas l'énergie de me battre, mais je le fais pour mes fans, afin de ne pas les décevoir, car ils m'encouragent. Les lutteurs peuvent gagner jusqu'à 100 $ par combat, mais selon les officiels, il s'agit plus de préserver une culture antique. Avec ou sans argent, on continuerait tout de même. Il s'agit de notre tradition, même les lutteurs le comprennent. Récemment, cela a suscité beaucoup d'intérêt auprès des médias et même du gouvernement. La région natale de ces lutteurs se trouve à 600 km et est le théâtre d'un conflit opposant les rebelles issus de l'ethnie Nuba et le régime de Khartoum. Les Nubiens de Khartoum sont éliminés, mais tout cela disparaît dans l'arène. À partir de 300 avant Jésus-Christ, les rois décident de se faire enterrer ici. Alors, on ne sait pas très bien exactement ce qui a présidé à ce changement de nécropole. On parle de royaume de Napata, puis de royaume de Méroé, et l'idée ancienne que vous trouverez peut-être dans des documents un petit peu vieillis maintenant, c'est que au départ la royauté se trouvait à Napata, puis que vers 300, et là on suit le texte grec de Diodore de Sicile, vers 300 avant Jésus-Christ, les prêtres d'Amon avaient acquis une telle influence sur la royauté qu'ils pouvaient se nommer les rois ou se défaire d'eux en leur ordonnant de se suicider. Je cite le texte grec. Décidé à retrouver sa vocation de musée universel, le Louvre en 2007 étend ses frontières vers le sud pour explorer des sites encore méconnus au Soudan. De ces fouilles est née l'exposition qui ouvre ses portes au musée du Louvre du 25 mars au 6 septembre 2010. Une exposition consacrée à Méroé, capitale d'un puissant empire, et d'une majestueuse civilisation qui s'étend entre 270 avant Jésus-Christ et 350 après. Au milieu d'une vaste plaine d'épineux, Moussarawat fut une résidence royale, ainsi qu'un important lieu de pèlerinage. Le
L'originalité de son architecture est typiquement méroïtique. Si vous avez un personnage qui est dans cette position et qui tient deux fois le signe de l'année, c'est millions d'années. À quelques dizaines de kilomètres, Naga, une ville fondée 2 siècles avant Jésus-Christ, se révèle comme l'un des plus beaux sites méroïtiques, marqué par les influences grecques, romaines et égyptiennes. Malgré les recherches intenses de Claude Riouy, éminent linguiste, le seul aujourd'hui capable d'enlever les secrets, la langue méroïtique reste une énigme majeure. Il s'agit de textes qu'on est capable de lire, lettre à lettre, signe à signe, mais en revanche qui transcrivent une langue qu'on ne peut pas comprendre. Une situation qui est semblable un petit peu à celle de quelqu'un qui, étant français, lirait une page, je ne sais pas moi, de hongrois ou de turc, serait totalement capable de la lire parce que c'est le même alphabet que le nôtre, mais qui en revanche ne comprendrait de la page qu'il lit que les mots qui sont empruntés à l'anglais, au français, etc. Pour son premier chantier au Soudan, le Louvre a choisi de travailler sur le site encore vierge de Mouveis, qui fut une ville royale durant 3 siècles. Responsable du chantier, l'archéologue Michel Beau tente de comprendre l'organisation urbaine des cités méroïtiques. Et le bâtiment est donc un énorme carré de 60 mètres de côté. Alors je sais qu'il fait 60 mètres parce qu'on a trouvé un petit bout de mur ici, donc on peut calculer la distance. Là on ne l'a pas, mais on sait que ces grands bâtiments sont par définition carrés. Et donc le jeu consiste ici, non pas véritablement à fouiller le bâtiment, qui va prendre du temps, mais à en lever le plan le plus rapidement possible par balayage de surface et par tranchée, c'est-à-dire qu'on suit les murs. Et grande surprise de l'an dernier, ici vous avez le premier mur, j'ai envie de dire, de Mouveis, c'est-à-dire le mur de la phase 1, la première installation méroïtique ancien. Donc ça faisait ce grand mur qui traverse, et ici vous en avez un second qui est assez bien conservé, qui est la seconde phase du site, toujours au méroïtique ancien. Et capital ici, c'est qu'on a attrapé toutes les couches antérieures jusqu'à l'argile vierge, c'est ce qu'on voit dans le coin qui est là. Donc là on fait une pause sur la zone, qu'on reprend l'année prochaine, avec un objectif qui sera plus celui des fours de potier, mais de trouver les fours de métallurgie. On va les chercher, on a des bons signaux magnétiques, donc on a le moyen de savoir à peu près où ils sont. Inch'Allah. Voilà. On est dans une tradition qui remonte au néolithique, en Afrique, alors que là, avec le tour, on a quelque chose de plus égyptien, on va dire.